Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 1. County Court of Suffolk County. État de New York. Le peuple de l'État de New York. Contre. REXA, Herman, défendeur. CPL 530.40 by application. Acte d'accusation numéro blanc-23. Ambro, J. Le prévenu Rex Herman se trouve devant cette cour, accusé par le grand jury de meurtre au premier degré, en violation de la section 125.27, 1, à 11, du Code pénal de l'État de New York, un crime violent de classe AI pour la mort de Melissa Barthélémy Legouverre le 10 juillet 2009. Meurtre au premier degré, en violation de la section 125.27, 1, à 11, du droit pénal de l'État de New York, un crime violent de classe AI pour la mort de Megan Waterman Legouverre le 6 juin 2010. Meurtre au premier degré, en violation de l'article 125.27, 1, à 11, du Code pénal de l'État de New York, crime violent de classe AI pour la mort d'Amber Costello Legouverre le 2 septembre 2010. Murder in the second degré, in violation of New York State Penal Law section 125.25, 1, à classe AI violent felony for the death of Melissa Barthélémy on or about Julie 10, 2009, meurtre au deuxième degré, en violation du New York State Penal Law section 125.25, 1, un crime violent de classe AI pour la mort de Melissa Barthélémy Legouverre le 10 juillet 2009. Murder in the second degré, en violation de la section 125.25, 1, du New York State Penal Law, un crime violent de classe AI pour la mort de Megan Waterman Legouverre le 6 juin 2010, et demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 2. Murder in the second degré, en violation de la section 125.25, 1, du New York State Penal Law, un crime violent de classe AI pour la mort d'Amber Costello Legouverre le 2 septembre 2010. Comme décrit ci-dessous, compte tenu de la nature grave et odieuse de ces meurtres en série, de la planification et de la prévoyance qui ont présidé à ces crimes, de la solidité du dossier du ministère public, de la durée d'incarcération à laquelle le défendeur s'expose en cas de condamnation, de la période prolongée pendant laquelle ce défendeur a pu éviter d'être appréhendé, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ces recherches récentes de matériel sadique, de pornographie infantile, d'images des victimes et de leurs proches, la contre-surveillance effectuée en ligne dans le cadre de l'enquête criminelle, son utilisation de noms fictifs, de comptes de messagerie et de téléphones portables, son accès à des armes à feu et ses antécédents de possession d'armes à feu, le seul moyen d'assurer le retour du défendeur Rex Herman est de le placer en détention provisoire sans caution. Découverte des victimes. Le 11 décembre 2010, l'officier de police John Malia effectuait un exercice d'entraînement avec son partenaire K9, Blue, le long d'Ocean Parkway à Gilgo Beach, dans le comté de Suffolk, à New York. Au cours de l'exercice, Blue a repéré des restes humains. Ces restes ont ensuite été identifiés comme étant ceux de Melissa Barthélémy. 2 jours plus tard, le 13 décembre 2010, la SCPD a poursuivi ses recherches à proximité de l'endroit où les restes de Melissa Barthélémy avaient été retrouvés. À cette date, les membres de la SCPD ont trouvé 3 autres ensembles de restes humains à moins d'un quart de mile de la première découverte, voir l'image ci-dessous. Ces 3 autres restes ont été retrouvés dans un rayon d'un quart de mile autour de la première découverte, voir l'image ci-dessous. Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 3. Les victimes ont été identifiées comme étant Maureen Brenner Barnes, footnote 1, Megan Waterman et Amber Costello. La cause de la mort des 4 femmes a été déterminée comme étant une violence homicide. Image de la carte où les victimes ont été trouvées. Les enquêtes sur ces décès étaient liées car, en plus d'autres facteurs, les victimes semblaient avoir été placées à proximité les unes des autres, à une distance de 22 à 33 pieds du bord de la promenade, toutes étaient des femmes de petite taille âgées de 22 à 27 ans, dont on pensait qu'elles travaillaient comme travailleuses du sexe, toutes avaient perdu leurs vêtements et leurs effets personnels, toutes avaient été tuées par homicide, toutes avaient eu un contact peu avant leur disparition. Avec une personne utilisant un téléphone portable brûleur, c'est-à-dire des téléphones portables sans identité vérifiée associés, ainsi que les téléphones portables de 2 des 4 victimes. Note de bas de page 1,
bien que le défendeur ne soit pas encore inculpé pour des crimes liés à la disparition et au meurtre de Madame Brennar Barnes, comme indiqué ci-dessous, le défendeur Rex Herman est le principal suspect dans sa mort et dans l'enquête, qui se poursuit et devrait être bientôt résolue. En outre, il existe des preuves substantielles de l'implication du défendeur Herman dans la disparition et la mort de Madame Brennar Barnes, preuves qui correspondent étroitement au modus operandi du défendeur en ce qui concerne la mort des 3 autres femmes et qui étaient les accusations actuelles. En tant que telle, cette demande de mise en liberté sous caution contient des descriptions de ces preuves qui démontrent la solidité de l'accusation du ministère public. Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 4. Brennar Barnes et Barthélemy ont été utilisés par le tueur après leur mort. En outre, chacune des 4 victimes a été retrouvée dans une position similaire, attachée de la même manière par des ceintures ou du ruban adhésif, et 3 d'entre elles ont été retrouvées enveloppées dans un matériau de type toile de jute. Enquête récente. En janvier 2022, le bureau du procureur du comté de Suffolk a chargé une équipe expérimentée d'enquêteurs, d'analystes et de procureurs de travailler conjointement avec des partenaires des services de police du comté de Suffolk, de la police de l'État de New York, du bureau du shérif du comté de Suffolk et du bureau fédéral d'enquête, FBI. L'équipe a procédé à un examen complet de chaque élément de preuve et d'information dans le cadre de cette enquête. Le 14 mars 2022, environ 2 mois après la reprise de l'enquête conjointe, cet examen approfondi a conduit à la découverte d'une Chevrolet Avalanche de première génération immatriculée au nom de l'accusé Rex Herman au moment de ses meurtres. Comme décrit ci-dessous, cette découverte est importante car un témoin de la disparition d'Amber Costello a identifié une Chevrolet Avalanche de première génération comme étant le véhicule que l'on pense avoir été conduit par son assassin. Cette découverte a donné lieu à une enquête approfondie sur le défendeur Herman, qui a consisté en plus de 300 citations à comparaître, mandats de perquisition et autres procédures judiciaires visant à obtenir des preuves. Comme nous le verrons plus en détail ci-dessous, parmi les éléments découverts figuraient les relevés de facturation des téléphones portables du défendeur Herman correspondant aux emplacements des sites cellulaires 1, des téléphones portables utilisés pour organiser des rencontres avec 3 des 4 victimes, 2, des appels de raillerie passés à un parent de Madame Barthélemy, 3, un appel passé par un détective sur le téléphone portable de Madame Barthélemy alors qu'il enquêtait sur sa disparition et 4, des appels vérifiant la messagerie vocale sur le téléphone portable de Madame Brennar Barnes après la disparition de cette dernière. En outre, Herman vivait à Massapequa Park, où les victimes sont censées avoir disparu, et il travaillait à Midtown Manhattan, à proximité du lieu où les railleries ont été commises. Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 5. De Herman ont été passés à la sœur de Madame Barthélemy. Comme indiqué plus en détail ci-dessous, le défendeur Rex Herman est supposé être la personne qui a utilisé les téléphones portables à brûleur pour communiquer avec chacune des 4 victimes avant leur disparition et qui a utilisé le téléphone portable de Madame Brennar Barnes et le téléphone portable de Madame Barthélemy après leur mort. L'accusé Herman et ses téléphones portables à brûleur avaient des liens importants avec Midtown Manhattan et Massapequa Park, New York. La disparition et le meurtre de Maureen Brennar Barnes. Maureen Brennar Barnes a été vue pour la dernière fois le 9 juillet 2007 à New York. À l'époque, on pensait qu'elle travaillait comme travailleuse du sexe. Le 6 juillet 2007, le téléphone portable de Madame Brennar Barnes a été contacté par un téléphone portable brûleur. Entre le 6 et le 9 juillet 2007, il y a eu 16 interactions entre ce téléphone jetable et le portable de Madame Brennar Barnes. Le 9 juillet 2007, le dernier site cellulaire du téléphone de Monsieur Brennar Barnes se trouvait à environ 23h56 dans le centre de Manhattan, près du pont de la 59e rue. Par la suite, le téléphone portable Brennar Barnes n'a plus eu d'activité jusqu'au 12 juillet 2007. Le 12 juillet 2007, 3 jours après sa disparition, 2 appels sortants ont été effectués à partir du téléphone portable de Madame Brennar Barnes, vérifiant sa boîte vocale à partir d'un site cellulaire situé près de la Long Island Expressway à Islandia. La disparition et le meurtre de Melissa Barthélemy. Melissa Barthélemy a été vue pour la dernière fois le 10 juillet 2009 à New York.
À l'époque, on pensait qu'elle travaillait comme travailleuse du sexe. Le 3 juillet 2009, Madame Barthélémy a été contactée par un téléphone portable brûleur. Par la suite, le téléphone portable Barthélémy a été contacté par ce téléphone portable à brûleur le 6 juillet, le 9 juillet et le 10 juillet 2009, qui est le dernier jour où elle a été vue vivante. Le 10 juillet 2009, les enregistrements du site cellulaire indiquent que le téléphone portable à brûleur a voyagé de Massapequa Park à Midtown Manhattan. Plus tard dans la soirée, le téléphone portable de Barthélémy s'est rendu de Midtown Manhattan à demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 6. Le 11 juillet 2009, le téléphone portable de Madame Barthélémy a été utilisé pour passer un appel sortant afin de consulter sa messagerie vocale à partir d'un site cellulaire situé à Freeport. Les 11 et 12 juillet 2009, le téléphone de Madame Barthélémy a passé 2 autres appels sortants pour vérifier sa messagerie vocale à partir d'un site cellulaire situé à Babylone. Le 17 juillet, le 23 juillet, le 5 août, le 19 août et le 26 août 2009, le téléphone des Barthélémy a passé des appels téléphoniques de raillerie aux membres de la famille de Madame Barthélémy, dont certains ont abouti à une conversation entre l'appelant, qui était un homme, et un parent de Melissa Barthélémy, au cours de laquelle l'appelant a admis avoir tué et agressé sexuellement Madame Barthélémy. Comme décrit ci-dessous, les emplacements des sites cellulaires du téléphone de Barthélémy lors de ces appels de raillerie se trouvaient tous à Midtown Manhattan. La disparition et le meurtre de Megan Waterman. Megan Waterman a été vue vivante pour la dernière fois au Holiday Inn de Hope, dans l'État de New York, le 6 juin 2010, vers 1h30 du matin. Le 5 juin 2010, le téléphone portable de Madame Waterman a été contacté par un autre téléphone portable à brûleur, qui venait d'être activé ce jour-là. Par la suite, le téléphone de Madame Waterman a communiqué avec ce téléphone portable jetable le 6 juin 2010, vers 1h31, soit à peu près à l'heure où Megan Waterman a été filmée par la vidéosurveillance en train de sortir pour la dernière fois de l'Holiday Inn de Hope. Après cette communication, le téléphone portable du brûleur n'a plus eu d'activité téléphonique. Cependant, les relevés des sites cellulaires montrent que le téléphone de Waterman s'est rendu à Massapequa Park, la dernière localisation du site cellulaire se trouvant à Massapequa Park vers 3h11 du matin, à proximité de la résidence de l'accusé Herman. Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 7. La disparition et le meurtre d'Amber Costello. Amber Costello a été vue vivante pour la dernière fois le 2 septembre 2010, quittant son domicile situé au 1112 America Avenue à West Babylon en fin de soirée. À l'époque, on pensait qu'elle travaillait comme travailleuse du sexe. Le 1er septembre 2010, la veille de la disparition d'Amber Costello, le téléphone portable de Madame Costello a été contacté par un téléphone portable jetable. Le 1er septembre 2010, ce téléphone portable a communiqué avec le téléphone Costello à environ 23h33 et 23h34. Lors de ces communications, le téléphone portable s'est connecté à des tours de sites cellulaires à West Amityville et Massapequa Park. Ensuite, le téléphone portable du brûleur s'est rendu à West Babylon, à proximité de la résidence d'Amber Costello, et a été en contact avec le téléphone Costello vers minuit 5 le 2 septembre 2010. Selon les témoins, à l'époque de ces communications entre le téléphone portable du brûleur et le téléphone de Costello, les 1er et 2 septembre 2010, un client de la prostitution s'est présenté au domicile de Madame Costello, situé à West Babylon, New York. Une fois le client entré dans la maison, une ruse a été mise en place, une personne s'est fait passer pour le petit ami outragé d'Amber Costello et le client a quitté la résidence, tandis qu'Amber Costello conservait l'argent que le client avait apporté pour payer ses services. D'après les entretiens, ce client a été décrit comme un homme blanc de grande taille, d'environ 1m80 à 1m80, d'une quarantaine d'années, avec des cheveux bruns touffus et de grosses lunettes ovales des années 1970. Un témoin l'a décrit à la police comme ressemblant à un ogre. En outre, un témoin a remarqué une Chevrolet Avalanche de première génération garée dans l'allée de la résidence. Selon le témoin, à la suite de la ruse, ce client a dit qu'il était juste son ami, dites-lui que je l'appellerai et il est sorti par la porte d'entrée. Par la suite,
Note 2. Ceci reflète les attributs physiques de l'accusé Rex Heuermann qui est un homme blanc de grande taille, d'environ 6 pieds 4 pouces, pesant plus de 240 livres, avec des cheveux bruns en broussailles, qui porte de grosses lunettes et qui avait 46 ans quand Amber Costello a disparu. Demande de mise en liberté sous caution de Heuermann. Page 8. Vers 1h18, le 2 septembre, après que la ruse ait été perpétrée, le téléphone portable de poche a envoyé un message texte au téléphone de Costello, qui disait « Ce n'était pas gentil, alors faites-moi aussi crédit pour la prochaine fois ». Les relevés téléphoniques montrent que le téléphone brûleur a été localisé à Massapequa Park, dans les 2 minutes qui ont suivi l'envoi de ce message. Selon un témoin, plus tard le lendemain, le 2 septembre 2010, Madame Costello a de nouveau été contactée par le même client qui se trouvait dans la maison la nuit précédente avec l'avalanche. De plus, Amber nous a dit qu'il voulait la revoir, mais qu'il ne voulait pas revenir à la maison à cause de son petit ami. Par la suite, le 2 septembre 2010, vers 21h32, le même téléphone portable de la veille a de nouveau communiqué avec le téléphone Costello. Lors de cette communication, le téléphone portable a utilisé un site cellulaire situé dans le centre de Manhattan. À la suite de cette communication et d'après les enregistrements du site cellulaire, le téléphone portable à brûleur s'est rendu à Massapequa Park et a eu des contacts avec le téléphone Costello vers 22h39 et 23h05. Les enregistrements du site cellulaire pour le téléphone à brûleur indiquent que vers 23h17, le téléphone s'est rendu à West Babylon, à proximité de la résidence d'Amber Costello. Amber Costello a ensuite laissé son propre téléphone portable derrière elle, est sortie par la porte d'entrée de la résidence et a été vue vivante pour la dernière fois. Peu après que Madame Costello ait quitté la maison, un témoin a vu un camion de couleur sombre passer devant la maison, en provenance de la direction vers laquelle Amber s'était dirigée. Les registres établissent que l'épouse de l'accusé Heuermann était hors de New York lors des disparitions de Barthélemy, Waterman et Costello. De manière significative, les dossiers de voyage montrent que le 8 juillet 2009, l'épouse du défendeur Heuermann a quitté les États-Unis pour l'Islande. Le 18 août 2009, l'épouse du défendeur Heuermann est revenue aux États-Unis. Par conséquent, l'épouse du défendeur Heuermann était hors du pays au moment de la disparition de Melissa Barthélemy. Demande de mise en liberté sous caution de Heuermann. Page 9. D'après les relevés de facturation des téléphones portables, le 4 juin 2010, le téléphone portable souscrit par l'épouse du défendeur Heuermann a voyagé de New York au Maryland. Le 8 juin 2010, le téléphone portable souscrit par l'épouse du défendeur Heuermann est revenu à New York depuis le Maryland. Par conséquent, d'après les relevés de téléphone portable, le téléphone portable souscrit par l'épouse du défendeur Heuermann était hors de l'État de New York au moment de la disparition de Megan Waterman. D'après les relevés de facturation des téléphones portables, le 28 août 2010, le téléphone portable souscrit par l'épouse du défendeur Heuermann a quitté l'État de New York pour le New Jersey. Le 5 septembre 2010, le téléphone portable souscrit par son épouse est revenu à New York depuis le New Jersey. Par conséquent, le téléphone portable souscrit par l'épouse du défendeur Heuermann était hors de l'État de New York au moment de la disparition d'Amber Costello. Note 3. Relevé de facturation du téléphone portable de Rex Heuermann. À l'époque des disparitions et des meurtres des victimes, le défendeur Heuermann était propriétaire d'une entreprise d'architecture située à Midtown Manhattan et cette entreprise était l'abonné désigné du téléphone portable de Heuermann, qui était actif à l'époque des disparitions des victimes et abonné à l'adresse du domicile de Heuermann à Massapequa Park. Bien qu'il n'existe plus de relevés de sites cellulaires pour cette période, les enquêteurs ont obtenu des relevés de facturation cellulaire qui indiquent la localisation générale du téléphone portable de Heuermann. L'examen de ces relevés, ainsi que des relevés American Express de Heuermann, a révélé de nombreux cas où Heuermann était localisé aux mêmes endroits que les téléphones portables utilisés pour contacter les victimes Barthélemy. Note de bas de page 3. Il n'a pas été possible d'obtenir les relevés de facturation des téléphones portables, ni les relevés financiers ou de voyage de l'épouse de l'accusé Heuermann pour l'année 2007, car ces relevés n'étaient plus disponibles en raison des politiques de conservation. Par conséquent,
il n'est pas possible de déterminer à ce jour si l'épouse de l'accusé Herman voyageait en dehors de l'État au moment de la disparition et du meurtre de Maureen Brennar Barnes. Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 10. Waterman et Costello, footnote 4 ainsi que l'utilisation des téléphones portables de Brennar Barnes et Barthélemy lorsqu'ils ont été utilisés pour consulter la messagerie vocale et passer des appels téléphoniques de raillerie après la disparition des femmes. De manière significative, les enquêteurs n'ont pu trouver aucun cas où Herman se trouvait dans un endroit différent de ses autres téléphones portables lorsqu'un tel événement de communication s'est produit. Par exemple, le 10 juillet 2009, le dernier jour où Melissa Barthélemy a été vue en vie, le téléphone portable et celui de l'accusé Herman se trouvaient tous deux dans la région de Massapequa et ont voyagé ensemble en direction de New York. Par la suite, le téléphone de Madame Barthélemy et celui de Monsieur Herman se sont tous deux dirigés vers l'est en direction de Massapequa. Le 14 juillet 2009, vers 19h15, les relevés du site cellulaire indiquent que le téléphone jetable utilisé pour contacter Madame Barthélemy avant sa disparition avait une activité à Manhattan. À la même date, entre 18h58 et 19h22 environ, les relevés de facturation du téléphone portable de Monsieur Herman indiquent également la localisation des appels à New York. Après la disparition de Madame Barthélemy, le 17 juillet 2009, vers 12h40, un homme a utilisé le téléphone Barthélemy pour contacter la famille de Madame Barthélemy. Le téléphone Barthélemy se trouvait à New York à ce moment-là, plus précisément relié à une tour cellulaire située au 4 Penn Plaza, qui se trouve à environ 2372 pieds ou 0,45 miles de l'espace de bureau de Herman à l'époque, qui. Note de bas de page 4. Malheureusement, les enregistrements du site cellulaire du téléphone portable utilisé pour contacter Madame Brennar Barnes n'ont pas été obtenus au moment de sa disparition et n'existent plus. Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 11. À l'époque était situé au 19 West 36 Th Street, New York, voir illustration ci-dessous. À cette même date, vers 13h45, les relevés de facturation du téléphone de Herman indiquent également une localisation d'appel dans la ville de New York. Image de la carte des appels téléphoniques. Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 12. Le 22 juillet 2009, à 18h51, les enregistrements du site cellulaire indiquent que le téléphone portable du brûleur avait une activité dans la ville de New York, plus précisément attaché à une tour cellulaire située au 19 West 34 Th Street, qui est approximativement à 872 pieds ou 0,16 miles du bureau de l'accusé Herman, qui à l'époque était situé au 19 West 36 Th Street, New York, voir l'illustration ci-dessous. À cette même date, vers 17h12, les relevés de facturation du téléphone portable de Herman font état d'un appel localisé à New York. Image de la carte des appels téléphoniques. Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 13. Le 23 juillet 2009, vers 13h39, les relevés du site cellulaire indiquent que le téléphone portable du brûleur avait une activité dans la ville de New York, plus précisément qu'il était relié à une tour cellulaire située au 19 West 34 Th Street, qui se trouve à environ 872 pieds ou 0,16 miles du bureau de Herman à l'époque, voir illustration ci-dessous. À la même date, vers 12h48, les relevés de facturation du téléphone portable de Monsieur Herman font état d'un appel localisé à New York, dans l'État de New York. Image de la carte des appels téléphoniques. Le 23 juillet 2009, vers 18h42, un homme a utilisé le téléphone Barthélemy pour contacter sa famille. Le téléphone Barthélemy se trouvait alors à New York et était relié à une tour de téléphonie cellulaire située au 275 West 39 Th Street, soit à une distance d'environ 872 pieds ou 0,16 miles des bureaux de Herman à l'époque. Le 23 juillet 2009, entre 20h29 et 21h30 environ, le téléphone portable du brûleur a eu une activité dans la ville de New York. Plus tard, le même jour, vers 23h05, les relevés de facturation du téléphone portable de Herman ont indiqué un appel localisé à Jamaïca, dans le Queens. Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 14.
Le 5 août 2009, entre 18h50 et 19h11 environ, un appelant a utilisé le téléphone Barthélemy pour contacter la famille de Madame Barthélemy. Pendant cette période, le téléphone Barthélemy a utilisé les tours de téléphonie cellulaire suivantes dans la ville de New York, qui se trouve à une distance de 2230 à 3280 pieds des bureaux de Herman, voir l'illustration ci-dessous. Le même jour, pendant une période similaire, entre 18h46 et 19h05 environ, le téléphone portable de M. Herman a indiqué des lieux de facturation dans la ville de New York. Image de la carte des appels téléphoniques. Le 10 août 2009, sur la base des documents de voyage cités à comparaître, Herman est parti pour l'Islande et l'activité téléphonique pour le téléphone de Barthélemy s'est arrêtée. Le 18 août 2009, Herman est rentré d'Islande et l'activité téléphonique pour le téléphone Barthélemy a repris le lendemain. Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 15. Le 19 août 2009, vers 19h23, un homme a utilisé le téléphone Barthélemy pour contacter la famille de Madame Barthélemy. Les enregistrements des sites cellulaires indiquent que le téléphone Barthélemy se trouvait à New York à ce moment-là, plus précisément relié à une tour cellulaire située au 249 West 36th Street, qui se trouve à environ 2831 pieds ou 0,53 miles des bureaux de Herman à l'époque, voir l'illustration ci-dessous. Le même jour, avant et après l'appel à la famille de Barthélemy, vers 19h16 et 19h28, les relevés de facturation du téléphone portable de Herman répertorient les appels localisés dans la ville de New York. Image de la carte des appels téléphoniques. Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 16. Le 26 août 2009, entre 11h29 et 11h34 environ, un homme a utilisé le téléphone Barthélemy pour contacter la famille de Madame Barthélemy. Selon les enregistrements du site cellulaire, le téléphone Barthélemy se trouvait à New York à ce moment-là, plus précisément relié à la tour cellulaire située au 4 Penn Plaza, qui se trouve à environ 2230 pieds ou 0,42 miles du bureau de Herman à l'époque, voir l'illustration ci-dessous. À la même date, vers 11h38, les relevés de facturation du téléphone portable de M. Herman indiquent une localisation d'appel dans la ville de New York. Image de la carte des appels téléphoniques. Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 17. Autre téléphone à brûleur et activité de compte en ligne liée au défendeur Herman. Comme décrit dans le présent document, au cours de l'enquête approfondie sur le défendeur Herman, les enquêteurs ont localisé un certain nombre de comptes en ligne et de téléphones portables liés au défendeur Herman, mais qui étaient détenus par lui sous des noms fictifs et utilisés pour des activités illicites. Les dossiers d'American Express obtenus par citation à comparaître ont révélé des paiements Google Pay récurrents effectués par le défendeur Herman à Tinder, une application de rencontres en ligne et de réseautage géosocial utilisée pour trouver des rendez-vous ou des rencontres dans l'environnement immédiat de l'utilisateur. Des enregistrements ont ensuite été obtenus auprès de Tinder, qui ont révélé que le profil Tinder a été créé au nom des Vandy, le deuxième prénom de Herman et Andrew, avec des liens vers un téléphone cellulaire brûleur 347, 885, 1697, souscrit au nom fictif des Andrew Roberts, en utilisant un compte de messagerie électronique, springfieldman9@aol.com. Le compte springfieldman9@aol.com a été ouvert auprès d'AOL le 15 janvier 2011, sous le nom fictif de John Springfield, avec un code postal d'Astoria, Queens, New York, en utilisant un autre téléphone portable fictif, le 347, 304, 2671, qui, d'après les dossiers, n'a pas d'abonné nommé. Les dossiers obtenus auprès de Verizon montrent que le téléphone portable du défendeur Herman a été utilisé le 11 décembre 2022, pendant plus de 3 heures, pour accéder au compte AOL fictif Springfieldman 9. De même, les enregistrements obtenus auprès de T-Mobile montrent que le téléphone portable du brûleur 347, 304, 2671 a été utilisé à plusieurs dates, y compris le 8 novembre 2022, pour accéder à ce compte. L'examen des relevés d'appel de ces deux téléphones portables supplémentaires a révélé qu'ils avaient été utilisés de manière intensive entre 2021 et 2023 pour des contacts liés à la prostitution,
avec des travailleurs du sexe ou des salons de massage. En outre, les mandats d'utilisation des sites cellulaires pour ces téléphones portables ont révélé que, tout comme les téléphones portables utilisés par le défendeur Herman pour contacter les victimes avant leur disparition, ces téléphones portables supplémentaires avaient une activité fréquente sur les sites cellulaires en 2021 et 2023, et qu'ils avaient été utilisés pour des contacts liés à la prostitution. Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 18. Midtown Manhattan et Massapequa Park. Plus précisément, les enregistrements ont révélé que ces deux téléphones portables brûleurs avaient une activité constante sur les tours cellulaires qui fournissaient une couverture à la résidence du défendeur Herman à Massapequa Park et à son entreprise dans la ville de New York. Une procédure judiciaire signifiée à Google pour obtenir des enregistrements ou des comptes associés aux identifiants des appareils de ces téléphones portables supplémentaires a révélé une connexion à un autre compte de courrier électronique brûleur ou indésirable, à savoir tauk080672@gmail.com, ci-après le compte de courrier électronique Tauk. Les enregistrements de Google ont en outre indiqué que le compte Tauk Email était souscrit sous le nom fictif de Tomahawk. Un mandat de perquisition a révélé que le compte de messagerie Tauk, associé au téléphone portable 347, 304, 2671, a été utilisé pour effectuer des milliers de recherches liées aux travailleurs du sexe, à la pornographie sadique, à la pornographie liée à la torture et à la pornographie enfantine, notamment. 1. Maîtresse de l'île de Long Island. 2. Escorte mature Manhattan. 3. Fille qui supplie pour un viol porno. 4. Le groupe de travail de l'association de l'eau potable. 5. Porno de l'amour et de l'amour de la vie. 6. Porno torture rousse. 7. Jeune fille écolière de 10 ans. 8. Porno en taille, lèvres de chatte pulpeuse coupée. 9. Porno jeune fille rousse attachée. 10. Porno petite grosse jeune fille attachée. 11. Porno violée et ligotée. 12. Porno minette asiatique attachée. 13. Esclave ligotée gavée forcée au sexe. 14. Porno de l'éjaculation et des pleurs. 15. Porno de torture de filles ligotées. 16. Fillette de 10 ans aux cheveux blonds. 17. Fillette de 10 ans aux cheveux blonds bien en chair. 18. Fillette de 10 ans noire. 19. Fille au visage défoncé. 20. Fille potelée de 10 ans qui pleure. 21. Écolière de 13 ans. 22. Fille de 12 ans aux cheveux blonds et aux yeux bleus. 23. Jeune fille blonde déprimée. 24. Adolescente au corps huilé. 25. Adolescente maquillée. 26. Filles esclaves nues. Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 19. 27. Les vieux concierges s'envoient en l'air avec une petite écolière. 28. Fille en pleurs, anal douloureux. 29. La fille de l'école. 30. Porno ado en pleurs. Le compte de messagerie Tauk a également été utilisé pour effectuer plus de 200 recherches, entre mars 2022 et juin 2023, liées à des tueurs en série actifs et connus, aux disparitions et meurtres spécifiques de Maureen Brenner Barnes, Melissa Barthélémy, Megan Waterman et Amber Costello, ainsi qu'à l'enquête sur leur meurtre. Ces recherches ou articles consultés comprennent, sans illimité, les éléments suivants. 1. Pourquoi les forces de l'ordre n'ont-elles pas pu localiser les appels passés par le tueur en série de Long Island? 2. Pourquoi le tueur en série de Long Island n'a-t-il pas été arrêté? 3. Tueur de Long Island. 4. Appel téléphonique du tueur en série de Long Island. 5. Mise à jour du tueur en série de Long Island. 6. Mise à jour sur le tueur en série de Long Island 2022. 7. Tueur en série actif du FBI. 8. Tueur en série par État 2023. 9. Carte de tous les tueurs en série connus. 10. Canon résolu de tueurs en série. 11. Les 5 affaires les plus célèbres d'Amérique. 12. 11 tueurs en série actuellement en activité. 13. 8 terrifiants tueurs en série en activité, introuvables. 14. John Bitroff. 15. Megan Waterman. 16. Melissa Barthélémy.
17. Maureen Brennard-Barnes. 18. Rédigé, nom d'un parent de Melissa Barthélémy. 19. Rédigé, nom d'un parent de Megan Waterman. 20. Les flics lancent l'équipe spéciale d'enquête sur les homicides de Gilgo Beach. 21. Cartographie des victimes de meurtre de Long Island. 22. Le tueur en série de Long Island et Gilgo Beach. 23. Le tueur de Gilgo Beach, esprit criminel. 24. Dans l'enquête sur le tueur en série de Long Island, la nouvelle technologie téléphonique pourrait être la clé de l'affaire. Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 20. Le compte de messagerie Talk a également été utilisé pour rechercher un certain nombre de podcasts ou de documentaires concernant cette enquête, ainsi que pour visionner à plusieurs reprises des centaines d'images représentant les victimes assassinées et les membres de leurs familles proches. Fait significatif, le prévenu Herman a également recherché et consulté des articles concernant le groupe de travail qui enquêtait sur lui. Images des articles recherchés et consultés. Amende de mise en liberté sous caution de Herman. Page 21. Un mandat de perquisition effectué sur le compte OL fictif Springfield Man 9 a également révélé des photos selfies qui semblaient avoir été prises par le défendeur Rex Herman de lui-même, voire ci-dessous, et envoyées à d'autres personnes pour solliciter et organiser une activité sexuelle, reliant encore davantage Herman au compte de messagerie fictif et au téléphone portable à brûleur, 347, 304, 2671, utilisé pour établir le compte. Images des photos, selfies de Rex Herman. Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 22. Le défendeur Rex Herman a également été lié au téléphone portable brûleur 347, 304, 2671, car le 19 mai 2023, le défendeur Herman a été observé par les forces de l'ordre, par vidéo et surveillance sur le terrain, dans un magasin de téléphones portables à Midtown Manhattan, et a acheté des minutes supplémentaires qui ont été ajoutées à ce téléphone portable brûleur, voir les images ci-dessous. Image de la vidéo de surveillance de Rex Herman. Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 23. Image de la vidéo de surveillance de Rex Herman et image de la vidéo de surveillance de Rex Herman. Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 24. L'analyse du compte OL de Springfield Man 9 a également conduit à la découverte d'un autre compte de messagerie, hunter1903@gmail.com, si après le compte Google Hunter1903@3, utilisé le 14 février 2021 pour envoyer une image d'une prostituée du nord de l'État de New York entre deux comptes de messagerie secrets de Herman. Une enquête plus approfondie a révélé que le compte Google Hunter 1903@3 avait été créé le 14 février 2021, en utilisant le téléphone portable 347 885 1697 comme numéro de téléphone de l'utilisateur et numéro de récupération des SMS, et en s'abonnant sous le nom fictif Andy Roberts, le même faux nom lié au profil Tinder de la cible et au téléphone portable 347 885 1697, ainsi que le même alias utilisé par le défendeur Herman dans ses communications avec de nombreux partenaires sexuels potentiels répondant à ses annonces de relations sexuelles, et la date d'anniversaire fictive du 6 août 1972, qui correspond à la fin numérique du compte Burner Talk 080672@gmail.com. En outre, Google a fourni des informations sur l'adresse IP de l'acceptation des conditions d'utilisation par l'utilisateur, qui ont révélé que les conditions d'utilisation avaient été acceptées le 14 février 2021, à partir de l'adresse IP 24.184.75.31. De manière significative, des enregistrements ont été obtenus auprès d'Altis, faisant affaire sous le nom d'Evoptimum, qui est un fournisseur de services Internet, indiquant que l'adresse IP du domicile du défendeur Herman était également 24.184.75.31. En outre, sur la base des enregistrements du SCPD pour le site web officiel gilgonews.com, un site web géré par le SCPD pour diffuser des informations relatives à cette enquête, l'adresse IP du domicile du défendeur Herman a été utilisée le 23 mai 2020 et le 3 juillet 2020 pour accéder aux informations officielles concernant cette enquête.
Les dossiers obtenus auprès de JetBlue montrent également que la même adresse IP a été utilisée pour réserver des vols pour le défendeur Herman et son épouse en 2018. En analysant l'utilisation de tous les appareils et comptes utilisés par le défendeur Herman, il semble y avoir un schéma clair dans lequel Herman a utilisé des téléphones burner et des adresses électroniques burner junk pour contacter des travailleurs du sexe et des partenaires sexuels, pour effectuer des recherches approfondies liées au sexe et à la sexualité, et pour utiliser les services d'une agence de voyage pour des voyages d'affaires. Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 25. Ces téléphones portables et adresses électroniques burner et junk ont été utilisés pour 1. Contacter des travailleurs du sexe et des partenaires sexuels, 2. Effectuer des recherches approfondies liées au sexe et à la prostitution, à la pornographie violente, sadique et infantile, et 3. Rechercher des informations en ligne sur les autorités enquêtant sur ces crimes. Ces téléphones portables et comptes de messagerie avec des identités fictives ont été utilisés dans le but de dissimuler la véritable identité de Herman, de dissimuler ses activités criminelles, de proposer illégalement des prostituées et de tenter de surveiller l'enquête sur ces crimes. Analyse ADN des poils récupérés lors de l'examen des corps des victimes. Au cours de l'enquête, les corps des 4 victimes ont été examinés par un médecin légiste du Suffolk County Crime Laboratory, ce qui a donné les résultats suivants. Maureen Brennar-Barnes. Madame Brennar-Barnes a été maintenue par 3 ceintures en cuir, dont l'une a servi à attacher les pieds, les chevilles et les jambes de Madame Barnes. Lors de l'examen des ceintures, un cheveu de femme a été retrouvé sur la boucle de l'une des ceintures par le laboratoire de police scientifique du comté de Suffolk, ci-après cheveux de femme sur Barnes. Le 18 décembre 2010 ou aux alentours de cette date, le laboratoire du comté de Suffolk a pu déterminer que ce cheveu correspondait à un fragment de cheveux caucasien. Bien que ce cheveu n'ait pas pu faire l'objet d'un profilage d'ADN nucléaire à ce moment-là, il a été soumis par la suite à une analyse ADN plus poussée, voir ci-dessous. Megan Waterman. Megan Waterman avait été attachée avec du ruban adhésif transparent ou blanc. Au cours de l'examen du corps de Madame Waterman, 2 cheveux de femme ont été retrouvés, l'un à l'extérieur de la zone de la tête et l'autre sur le ruban de la zone de la tête. Les 2 cheveux ont été retrouvés à proximité de la tête de Madame Waterman, ci-après 2 cheveux féminins sur Waterman. L'examen effectué par le laboratoire du comté de Suffolk a révélé que les 2 cheveux féminins de Madame Waterman présentaient des caractéristiques caucasiennes européennes, mais qu'ils ne se prêtaient pas, à l'époque, à des tests ADN plus poussés. Les 2 poils de femme sur Waterman ont ensuite été soumis à une analyse ADN plus poussée, voir ci-dessous. Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 26. Amber Costello. L'examen du corps de Madame Amber Costello a révélé qu'elle semblait avoir été attachée par 3 morceaux de ruban adhésif transparent ou blanc. Au cours de l'examen du corps de Madame Costello, un cheveu de femme a été retrouvé, plus précisément sur un morceau de ruban adhésif, à l'intérieur de l'emballage en toile de jute, à proximité de la tête de Madame Costello, ci-après cheveux de femme sur Costello. Un examen ultérieur des cheveux de Costello a permis de déterminer qu'ils présentaient des caractéristiques caucasiennes européennes, mais ils ne se prêtaient pas à d'autres tests ADN à ce moment-là par le laboratoire de police scientifique du comté de Suffolk. Le cheveu de Costello a ensuite été soumis à une analyse d'ADN plus poussée, voir ci-dessous. Laboratoire de police scientifique numéro 1. Comme indiqué ci-dessus, les cheveux de Barnes, les 2 cheveux de Waterman et les cheveux de Costello, collectivement, les cheveux de femme retrouvés sur les 3 victimes, ont tous été envoyés à un laboratoire de police scientifique extérieur, ci-après le laboratoire de police scientifique numéro 1. Ce laboratoire applique des techniques d'ADN et de séquençage direct du génome à des affaires médico-légales difficiles à résoudre et à l'identification de restes humains. En juillet 2022 ou aux alentours de cette date, le laboratoire médico-légal numéro 1 a pu déterminer que chacun des poils féminins susmentionnés retrouvés sur les 3 victimes appartenait à une femme appartenant à l'aplogroupe mitochondrial K1C2 et que cette femme n'était pas l'une des victimes. Le 21 juillet 2022 ou aux alentours de cette date, un inspecteur du SCPD en civil a récupéré 11 bouteilles dans une poubelle qui avait été laissée à disposition devant le domicile de l'accusé Rex Herman.
Le Suffolk County Crime Laboratory a prélevé des échantillons de ces bouteilles, qui ont ensuite été envoyés au Forensic Laboratory d'IS1 pour l'établissement de profils ADN. Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 27. Sur la base de ces nouvelles soumissions, ouvert le 24 février 2023, le laboratoire médico-légal numéro 1 a pu conclure que l'un des profils ADN générés à partir des bouteilles susmentionnées prélevées au domicile du défendeur Herman indiquait une personne de sexe féminin appartenant à l'aplogroupe mitochondrial K1C2, qui est le même haplogroupe mitochondrial que les cheveux féminins récupérés sur les 3 victimes. Ce profil a ensuite été comparé à l'échantillon de cheveux de femme précédemment testé et retrouvé sur les restes de Madame Megan Waterman, ce qui a indiqué que les deux appartiennent au même individu ou à quelqu'un d'étroitement lié. Sur la base de l'enquête et des éléments de preuve retrouvés à ce jour, on pense que cette femme est l'épouse de l'accusé Herman. Laboratoire médico-légal numéro 2. Ouvert le 23 mars 2023, le Suffolk County Crime Laboratory a demandé au Forensic Laboratory d'IS2, un laboratoire spécialisé dans l'analyse mitochondriale, de procéder à une analyse supplémentaire indépendante. Ouvert le 12 juin 2023, le laboratoire médico-légal numéro 2 a publié un rapport concluant que l'échantillon d'ADN de la femme récupéré sur les bouteilles à l'extérieur de la résidence de l'accusé Herman, c'est-à-dire l'épouse de Herman, avait été analysé de manière indépendante. Herman, et les cheveux féminins de Costello indiquaient que le profil d'ADN mitochondrial sont les mêmes à toutes les positions comparées communes et entre les échantillons, plus précisément à un taux qui, selon la base de données en POP, footnote 5 exclurait 99,98% footnote 6 de la population nord-américaine à partir des cheveux féminins de Costello. Note 5, en POP est l'abréviation de European DNA Profile Group, EDNAP, Mitochondrial DNA Population Database, qui est une collection en ligne de données sur les séquences mitochondriales humaines provenant de diverses populations du monde entier. La base de données nord-américaine comprend 12 386 séquences d'importance médico-légale pour l'Amérique du Nord. Note de bas de page 6. Cette analyse statistique intègre un niveau de confiance ou une marge d'erreur de 95%, étant donné que la base de données nord-américaine ne comprend pas toutes les séquences d'ADN importantes pour la police scientifique en Amérique du Nord, ce qui nécessiterait le typage de chaque individu de la population. Voir l'annexe B, rapport statistique, pour une explication détaillée des niveaux de confiance. Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 28. Le laboratoire médico-légal numéro 2 a ensuite comparé le profil associé à l'échantillon d'ADN de l'épouse de Herman à l'un des 2 cheveux féminins susmentionnés retrouvés sur les restes de Madame Waterman, ce qui a également permis de conclure que le profil d'ADN mitochondrial sont le même, à toutes les positions comparées communes et entre les échantillons, plus précisément à un taux qui, selon la base de données en POP, exclurait 99,69% de la population nord-américaine du cheveux retrouvés sur Madame Waterman. Sur la base de ce qui précède, alors que 99,98% de la population nord-américaine peut être exclue des cheveux féminins sur Costello et que 99,69% de la population nord-américaine est exclue des cheveux féminins sur Waterman, il est significatif que l'épouse de RH ne puisse être exclue des cheveux féminins retrouvés sur les dépouilles de Megan Waterman et d'Amber Costello. Comme indiqué précédemment, l'épouse de l'accusé Herman se trouvait en dehors de l'État au moment de la disparition et des meurtres de Mesdames Waterman et Costello. Il est donc probable que la toile de jute, le ruban adhésif, le véhicule ou d'autres instruments utilisés pour commettre ces meurtres proviennent de la résidence de l'accusé Herman, où réside également sa femme, ou aient été transférés à partir de ses vêtements. Cheveux d'homme liés à l'accusé Herman. Lors de l'examen initial des restes du squelette de Madame Waterman et des matériaux en toile de jute, le laboratoire de police scientifique du comté de Suffolk a également été en mesure de récupérer un cheveu d'homme dans le bas de la toile de jute utilisée pour envelopper Madame Waterman par son assassin, ci-après cheveux d'homme sur Waterman. Un premier examen de ce cheveu a révélé des caractéristiques caucasiennes européennes. Toutefois, le cheveu ne se prêtait pas à une analyse ADN plus poussée à l'époque par le laboratoire de police scientifique du comté de Suffolk. Ces cheveux ont ensuite été soumis à une analyse ADN plus poussée,
Le 31 juillet 2020 ou aux alentours de cette date, le laboratoire médico-légal numéro 1 a pu établir un profil ADN pour les cheveux retrouvés sur le bateau de Herman. Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 29. De la toile de jute de Waterman. Plus précisément, le laboratoire médico-légal numéro 1 a déterminé que ces cheveux appartenaient à un homme appartenant à l'aplogroupe mitochondrial V7A. Après la découverte de la Chevrolet Avalanche, immatriculée au nom du défendeur Herman, et l'examen des relevés de facturation de téléphones portables et d'autres éléments, le 26 janvier 2023 ou aux alentours de cette date, une équipe de surveillance a observé et récupéré une boîte à pizza jetée par le défendeur Rex Herman dans une poubelle située devant le 385 de la 5e avenue à Manhattan, voir ci-dessous. Image d'une boîte à pizza dans une poubelle. Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 30. Image d'une croûte de pizza laissée dans la boîte à pizza qui se trouvait dans la poubelle. Cette boîte à pizza a été envoyée au Suffolk County Crime Laboratory pour analyse, où un prélèvement a été effectué sur la croûte de pizza restante. Le 23 mars 2023 ou aux alentours de cette date, le Suffolk County Crime Laboratory a envoyé l'échantillon prélevé sur la croûte de pizza abandonnée par le prévenu Herman au Forensic Laboratory d'IS2. Le ouvert le 28 avril 2023, un détective a remis en main propre au laboratoire médico-légal numéro 1 une partie des cheveux masculins sur Waterman au laboratoire médico-légal numéro 2 pour qu'il soit analysé. Le ouvert le 12 juin 2023, le laboratoire médico-légal numéro 2 a pu déterminer, en ce qui concerne les poils masculins sur l'homme d'eau et l'écouvillon prélevés sur la croûte de la pizza, que le profil d'ADN mitochondrial sont les mêmes, plus précisément à un taux qui, selon la base de données en POP, exclurait 99,96% de la population nord-américaine des poils masculins sur l'homme d'eau. Sur la base de ce qui précède, si 99,96% de la population nord-américaine peut être exclue du programme Mahler-Owen-Waterman, la demande de mise en liberté sous caution de M. Herman n'a pas été prise en compte. Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 31. Waterman, il est significatif que le défendeur Herman ne puisse pas être exclu des cheveux masculins retrouvés près du fond de la toile de jute utilisée pour immobiliser et transporter le corps nu et décédé de Megan Waterman. Arrestation et perquisition de Herman, de sa résidence et d'autres lieux. Dans la soirée du 13 juillet 2023 ou aux alentours de cette date, l'accusé Rex Herman a été arrêté par des agents de la police du comté de Suffolk. Des perquisitions sont en cours à son domicile ainsi qu'à d'autres endroits. Au moment de son arrestation, le défendeur Herman avait sur lui le téléphone portable 347, 304, 2671 qui était relié au compte de messagerie Talk utilisé pour effectuer les recherches en ligne décrites ci-dessus. Sanctions. S'il est reconnu coupable des accusations actuelles, le défendeur Rex Herman risque plusieurs peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La détention provisoire sans caution est appropriée. Compte tenu de la nature grave et odieuse de ces infractions, de la solidité du dossier du ministère public, de l'incarcération à vie à laquelle l'accusé s'expose en cas de condamnation, des mesures extrêmes qu'il a prises pour tenter d'éviter d'être appréhendé pendant une longue période, des recherches sadiques et de pornographie enfantine qu'il a effectuées récemment, de l'utilisation de noms fictifs, de comptes brûleurs, de courriels et de téléphones portables, de contre-espionnage en ligne et de l'utilisation d'un téléphone portable, Rex Herman n'est pas en mesure d'être libéré. Demande de mise en liberté sous caution de Herman. Page 32. La surveillance en ligne de Herman et son accès à des armes à feu, ainsi que ses antécédents de possession d'armes à feu, le peuple estime que le seul moyen d'assurer le retour du défendeur devant le tribunal est de le placer en détention provisoire sans caution. Daté, le 14 juillet 2023. Comté de Suffolk, New York. Raymond A. Tierney. Procureur général. Signature. Par Allen L. Bod. Procureur adjoint en chef.